Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. On va parler aujourd'hui du consentement éclairé en recherche clinique. Alors qu'est-ce que c'est que le consentement éclairé? Eh bien, le consentement éclairé, c'est l'un des piliers éthiques fondamentaux de la recherche clinique moderne. C'est bien plus qu'une simple signature sur un document, ça va être un processus qui va être essentiel, qui protège les droits, la dignité et le bien-être des participants à la recherche. Alors qu'est-ce que c'est exactement le consentement éclairé? Le consentement éclairé, c'est un processus par lequel une personne va recevoir toutes les informations nécessaires sur une étude clinique. Cette personne doit comprendre ces informations et leurs implications. Chose très importante, cette personne va décider librement, sans contrainte, de participer ou non à l'étude. Dans des termes simples, ça va être de s'assurer que chaque participant sait exactement à quoi il s'engage, il va comprendre les risques et les bénéfices potentiels, et il va choisir volontairement de participer. On va remonter aux origines historiques du consentement éclairé, comment ce consentement éclairé a vu le jour. Ça n'a pas toujours été une exigence dans la recherche médicale, et sa nécessité, elle est née de tragédies historiques. En premier, on va parler du Code de Nuremberg de 1947, suite aux expérimentations inhumaines qui ont été menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Code international de Nuremberg, ça a établi le consentement volontaire comme absolument essentiel. Donc c'est né des atrocités qui ont été menées par les nazis sur des prisonniers de guerre. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu la déclaration d'Helsinki en 1964. Donc c'est un document qui est fondamental, qui a été élaboré par l'Association médicale mondiale et qui a formalisé les principes éthiques de la recherche médicale, dont le consentement éclairé dont on va parler aujourd'hui. Et enfin, on va parler du rapport Belmont de 1979 qui a défini les principes éthiques fondamentaux guidant la recherche impliquant des êtres humains, avec le respect des personnes, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Ces événements historiques nous rappellent que le consentement éclairé n'est pas une simple formalité administrative, mais bien une protection essentielle des droits humains fondamentaux. On va parler des principes fondamentaux du consentement éclairé. En premier lieu, c'est l'information. Le participant il doit recevoir toutes les informations pertinentes sur l'étude, notamment l'objectif de l'étude, donc pourquoi cette recherche elle est menée, les procédures, donc ce qui sera fait concrètement, les examens, les prises de sang, les questionnaires, etc. La durée, combien de temps va durer la participation à l'étude, les risques potentiels, donc quels sont les dangers ou les effets indésirables possibles, mais également bien entendu les bénéfices potentiels, quels avantages ou quels avantages pourrait-il en tirer, les alternatives, c'est quoi les autres options disponibles, la confidentialité, comment ces données personnelles seront-elles protégées, la compensation, y aura-t-il un dédommagement pour sa participation, les personnes à contacter, qui peut-il appeler s'il a des questions ou des problèmes, et enfin, on précisera le caractère volontaire. Il est libre ou non de refuser ou de se retirer à tout moment. Deuxième principe fondamental, ça va être la compréhension. Il ne suffit pas de fournir l'information. Il faut s'assurer que le participant la comprend réellement. Donc le langage il doit être adapté au niveau de compréhension du participant. Les termes techniques ils doivent être expliqués simplement. Donc il y a un vrai travail de vulgarisation. Il peut y avoir des supports visuels qui peuvent être utilisés pour faciliter la compréhension. Le participant doit avoir l'opportunité de pouvoir poser des questions. Et enfin, l'investigateur doit vérifier la compréhension. Par exemple en demandant aux participants d'expliquer l'étude avec ses propres mots. Vraiment, c'est très très important. En troisième, ça va être le caractère volontaire. La décision de participer doit être prise librement, sans coercition, donc aucune menace, aucune pression, aucune influence indue, donc pas d'incitation excessive ou inappropriée, par exemple une compensation alléchante, et pas de manipulation, donc pas de présentation biaisée de l'information. Le participant il doit savoir qu'il peut refuser de participer sans conséquences négatives pour ses soins habituels, il peut se retirer de l'étude à tout moment, sans avoir à se justifier, et il est libre de refuser certaines procédures spécifiques tout en restant dans l'étude, si bien entendu le protocole le permet. On va parler du document. C'est quoi le consentement éclairé concrètement? C'est un document, c'est un formulaire qui
qui doit inclure le résumé de l'étude, simple et concis, toutes les informations essentielles, les objectifs, les procédures, risques, bénéfices, une déclaration de participation volontaire, des informations sur la confidentialité et sa protection des données, les coordonnées des personnes à contacter et un espace pour la signature et la date. Un bon document de consentement, ça va être un document qui va être lisible, qui va être compréhensible, donc avec un niveau de langue adapté. Généralement, on va viser le niveau collège. Bien structuré, avec des titres clairs, des paragraphes courts. Complet mais concis, toujours en recherche clinique, complet mais concis. Toutes les informations importantes sans être excessivement long. Et surtout sans jargon technique. Les patients ne sont pas des médecins, ne sont pas des chercheurs, donc on doit avoir des explications claires, et si des termes techniques sont nécessaires, on va essayer de les vulgariser au maximum. Le consentement éclairé, c'est un processus continu, c'est pas un événement ponctuel. Avant le début de l'étude, il y a une première présentation, donc on va expliquer verbalement l'étude. Ensuite, il y a une remise du document, donc le participant va recevoir le formulaire de consentement. Il a un temps de réflexion. Le participant a bien évidemment le temps de lire, de réfléchir et de consulter ses proches. Il y a un temps pour la discussion avec l'opportunité aux participants de poser toutes les questions nécessaires. On va vérifier si le participant a bien compris. Ensuite, le participant va décider librement de participer ou non. Et enfin, s'il accepte, il va signer le document, ainsi que l'investigateur. Ça, c'était avant le début de l'étude. Mais il y a également un processus pendant l'étude. On va fournir de l'information continue aux participants. Dès qu'il y a une nouvelle information pertinente, on va les informer. Il peut y avoir un nouveau consentement s'il y a des changements significatifs qui sont apportés au protocole. Et on va bien évidemment rappeler le droit de retrait. On va rappeler régulièrement que la participation reste volontaire et qu'on n'oblige en rien. Ce consentement éclairé peut avoir des cas particuliers. Par exemple, les populations vulnérables, comme les enfants. Donc le consentement des parents ou des tuteurs légaux est requis. L'assentiment de l'enfant doit être obtenu s'il est en âge de comprendre. Des documents adaptés à l'âge doivent être utilisés pour expliquer l'étude aux enfants. Il peut y avoir les enfants, mais il peut également y avoir les personnes avec une capacité de décision limitée. Dans ce cas-là, il faudra le consentement du représentant légal. Le consentement du participant, il doit être recherché dans la mesure de ses capacités. Et enfin, des mesures supplémentaires pour protéger leurs intérêts doivent être mises en place. Enfin, il peut y avoir des situations d'urgence, comme certains cas exceptionnels, par exemple une recherche en soins intensifs. Donc le consentement, il peut être différé, obtenu auprès d'un proche ou dispensé dans certaines conditions très strictes définies par la loi, si jamais le patient n'est pas en mesure, n'est pas conscient. Il peut y avoir également des particularités culturelles et linguistiques. Donc les traductions des documents les documents ils doivent être traduits pour les participants qui ne maîtrisent pas la langue principale. Il peut y avoir également les adaptations culturelles. Donc le processus doit spécifier et respecter les spécificités culturelles. Et enfin, il peut y avoir des interprètes. Des interprètes qualifiés doivent être disponibles si nécessaire, si on fait des études par exemple dans des pays étrangers. Euh, voilà. Au niveau réglementaire, le consentement éclairé, il est encadré par plusieurs textes. À l'international, on va parler de la déclaration d'Helsinki et les GCP, les bonnes pratiques cliniques. En Europe, ça va être le règlement européen sur les essais cliniques. En France, c'est la loi Jardé, donc le code de la santé publique. Et aux États-Unis, c'est le Code of Federal Regulations. Donc ces réglementations elles vont préciser le contenu requis du document de consentement, le processus d'approbation par les comités d'éthique, les situations particulières, donc on a vu les urgences, si le patient est mineur, et les exigences de documentation et d'archivage. Donc on va chercher à éviter un langage trop complexe, un document trop long, une présentation biaisée ou une information qui est incomplète. Ça va être les erreurs à éviter dans la rédaction du document. Dans le processus, on va éviter de mettre la pression euh, à notre participant. On va bien entendu s'abstenir de toute autorité excessive. On va évidemment euh, éviter d'avoir recours à un processus expéditif, une absence de vérification ou un défaut d'adaptation. Enfin,
on va définir ce que c'est que les bonnes pratiques pour un consentement éclairé de qualité. Donc pour les investigateurs, donc les médecins, on va chercher à préparer la discussion, on va se familiariser avec le document, anticiper les potentielles questions des participants. On va créer un environnement propice, un lieu calme avec du temps suffisant, une attitude ouverte. On va adapter l'information, donc on va personnaliser l'explication selon le niveau de compréhension. On va encourager les questions, donc l'investigateur devra avoir une attitude ouverte et non défensive. Il conviendra également de vérifier la compréhension, donc de demander aux participants d'expliquer l'étude avec ses propres mots, c'est très important pour vérifier s'il a bien compris les enjeux. L'investigateur doit respecter la décision, donc accepter le refus sans insister. Et enfin, il doit documenter le processus, noter les discussions et les questions importantes. Du côté de ceux qui vont lire le document, il faudra impliquer des patients, donc tester la compréhensibilité auprès de non-spécialistes. Il faudra utiliser des aides visuelles, des schémas, des calendriers, des tableaux simples. Il faudra structurer l'information avec des titres clairs, des puces, un espacement généreux. Il faudra hiérarchiser également l'information, donc mettre en évidence les points les plus importants et proposer des ressources supplémentaires comme des brochures, des sites web, des vidéos explicatives. Pardon. Donc on va vraiment chercher à tout faire pour faciliter la compréhension. En conclusion, le consentement éclairé, c'est bien plus qu'une simple signature sur un document, c'est vraiment un processus continu qui va refléter le respect fondamental de l'autonomie et de la dignité des participants à la recherche. On n'oublie pas l'histoire, on remonte de loin. Sa mise en œuvre elle va être nécessaire pour avoir une information complète et compréhensible. Il faudra une vérification de la compréhension, l'assurance du caractère volontaire de la participation et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque participant. Un bon processus de consentement, ça va protéger non seulement les participants, mais ça va renforcer également la confiance du public dans la recherche clinique et ça va contribuer à la qualité scientifique et éthique des études. Ce consentement, il va représenter l'engagement de la communauté scientifique à mener des recherches qui vont respecter pleinement les droits et le bien-être des personnes qui y participent. En fin de compte, le consentement éclairé, c'est un peu l'expression concrète de ce principe fondamental qui est que, en recherche clinique, le respect de la personne passe avant les intérêts de la science.